On tient le micro comment, juste comme ça? Oui. Ok. Ça suffit? Pas trop proche, pas trop... Sauf si tu veux le tenir dans une position improbable. Bonjour à tous. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est génial, c'est que là, Léa ne sait pas qu'on a déjà commencé à enregistrer, mais on a déjà commencé à enregistrer. Depuis avant? Non, depuis là maintenant, depuis 30 secondes. Ça y est, on va dans le vif du sujet. Voilà, on a plus exactement. le temps. Et puis, en fait, je trouve que c'est un petit peu redondant quand on commence toujours bonjour. Alors, présente-toi, tu vois. Non. On vous dira bonjour à 30 minutes. Voilà, 0, 0. on vous dit plus bonjour, ok? Pour quand même... T'en penses quoi, toi, qui es d'ailleurs hyper créative, ton compte... Enfin, d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai trouvée, Léa. C'est comme ça que tu es venue à moi, c'est-à-dire que c'est une vidéo donc incroyable que t'as faite pour raconter ton parcours. Tu l'as fait toute seule, cette vidéo? Je l'ai fait seule en termes de script, de voix off, et après pour le montage, j'ai été accompagnée. Mais ça a été vraiment un boulot qu'on a fait ensemble avec du coup une personne de mon équipe. Forcément, vu que c'est une vidéo qui parle de moi, j'étais obligée d'être à fond, à 100% sur le projet de cette vidéo. La vidéo est incroyable. Donc c'est une de tes monteuses, c'est ça? Oui. Waouh. Et tu travailles avec elle, elle fait partie de ta team? Alors maintenant, je travaille plus avec elle, elle était en alternance, son contrat c'est fini. Et moi, j'ai eu plein de rebondissements professionnels ces dernières années. Ah, je veux tout savoir. On va parler de tout ça. Ouais. Et donc du coup, là maintenant, je suis dans une équipe solo avec moi-même. Mais j'avais envie d'expérimenter ça, ouais. Alors, j'avais besoin. Super intéressant. Je pense que je vais avoir plein de questions là-dessus parce que c'est très énergivore d'avoir une équipe. Voilà, et je te comprends. En fait, il y a un côté où c'est génial d'avoir une équipe, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure, d'être solo, ça doit être aussi reposant. C'est ça, il y a un peu les deux. Après, du coup, ça veut dire que la charge de travail t'incombe à 100%. Après, tu peux toujours faire appel à des prestataires quand tu as vraiment un gros projet ou quoi. Mais c'est vrai que le management, et surtout moi, la vision que j'avais du management, qui était quand même un management collaboratif, bienveillant, où j'avais envie d'être là à 100% pour eux, comme si c'était mes enfants finalement, et c'est vrai que c'est très énergivore. Je vois trop ce que tu veux dire. Je suis trop maternelle aussi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les deux filles qui travaillent dans mon pôle com, je les appelle les bébés. Mes bébés. Mes bébés. Tu as une transmission sur elles. Mais oui. Je vois trop ce que tu veux dire. Donc, cette vidéo, je m'en rappelle très bien. Elle est canon. Et je me rappelle surtout du début. Où en fait, donc on voit ton visage. Et ensuite, il y a le terme CDI qui apparaît, qui se fait effacer. Et ensuite, on voit 10 millions de chiffre d'affaires. Et je me dis, mais what the fuck? Qui est cette personne? Ça a été ma première audace dans ma vie. J'essaie de faire preuve d'audace parce que c'est une des valeurs que j'ai et ça a été une des premières d'oser me lancer à 20 ans, 21 ans dans l'entrepreneuriat. Et ce qui est fou, et je vais te laisser nous raconter, vraiment, dans le podcast Les Locomotives, faut pas hésiter à te laisser aller à raconter tout ce que tu as envie. Au contraire, de pas te brider dans ta parole. Tu vois, c'est vraiment... Okay. Vas-y, nous, on veut tout savoir. On est hyper curieux. Les auditrices sont aussi curieuses que moi. Donc, on veut vraiment tout savoir. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant, et tu vas tout nous raconter, c'est que tu avais 21 ans. Oui. Et que ta famille n'était pas forcément OK avec le fait que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Alors, en tout cas, ils ne comprenaient pas. OK. Parce que c'est pas du tout dans leur métier, dans leurs habitudes, dans leur schéma de vie finalement et dans ce qu'ils ont choisi. Et moi, je respecte complètement ce que eux ont choisi comme chemin de vie parce que ça m'a permis d'avoir une très belle enfance. Franchement, j'ai eu une enfance merveilleuse, milieu modeste, classique. Mon papa qui travaille à l'usine dans la maintenance et ma maman qui est maîtresse de maternelle. Donc tu vois, tout ce qu'il y a de plus simple finalement. Et moi, j'arrive... Je commence, ça y est, je te raconte? Carrément, okay. Carrément. Moi, j'arrive dans mes études, après mon DUT technique de commercialisation qui m'a plu. Ah, t'as fait un DUT? Okay. Ouais. Moi aussi, j'ai fait un DUT Tech Deco. Et t'as aimé? Ouais, j'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré, vraiment trop bien. Et en fait, après ça, je ne savais pas du tout quoi faire. Parce que j'étais bonne élève, mais je ne savais pas encore ce qui m'attirait. Donc, comme quoi, même quand vous ne savez pas quoi faire, il peut y avoir des beaux projets derrière qui vous attendent. Parce que moi, vraiment, j'étais paumée. Je savais que j'aimais bien faire un peu des photoshootings, que j'avais une aisance par rapport à la caméra et tout. OK, j'aime bien tout ce qui est autour de l'art et aussi, du coup, de la mode. Parce que la mode, c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous exprimer artistiquement, finalement. C'est vrai. Donc, voilà, j'avais ces appétences, mais c'est tout, finalement.
Je sais pas quoi faire, je suis bonne élève. Bon, bah, c'est quoi le chemin classique? C'est faire une école de commerce. J'arrive du coup en bachelor d'abord en école de commerce et en fait, je m'ennuie. Genre, ça ne me plaît pas plus que ça, mais je me suis engagée là-dedans. C'est une école qui coûte cher, on a fait un prêt et tout. Et à côté, je me dis, bah, en fait, à ce moment-là, je cumulais plein de jobs étudiants et j'avais envie de lancer mon truc. D'accord. La première idée qui m'est venue, c'était de me dire, je vais lancer mon blog. Parce que ça réunit tout ce que je viens de citer. Sauf qu'en fait, le blog, pour gagner vraiment ta vie et avoir une activité qui peut te permettre de te rémunérer à un moment donné, c'est quand même compliqué. Là, on parle de... C'était en 2015. Donc, à ce moment-là, c'était pas forcément rémunérateur. OK, il y avait l'affiliation et tout, mais on est quand même dans une école de commerce. On pense un peu à qu'est-ce qu'on pourrait développer comme business au-delà d'un métier passion. Et je me dis, mais en fait, j'ai qu'à directement faire une marque parce que finalement, je vais vendre mes propres vêtements, je vais en faire la promotion à la base sur ce que j'imaginais être un blog. J'ai qu'à tout de suite faire un site et je ferai la promotion de mes vêtements sur Facebook, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais de tes vêtements, t'as créé tes propres vêtements? Alors, j'avais les deux. J'avais une partie en marque blanche, donc c'est-à-dire que tu achètes des vêtements sur un catalogue fournisseur. J'avais plein de fournisseurs différents. Et j'avais aussi des créations que je créais de A à Z en faisant modéliste et tout ça. Donc, je me suis lancée petit, avec une toute petite co, bien évidemment. D'accord. Et puis, petit à petit, ça a vite grandi, en fait. Mais comment ça t'est venu, ce truc-là, de te dire, je vais créer une marque de fringues? Enfin, c'est quand même pas... Tu vois, tu peux avoir l'idée, mais il y a ce truc de, OK, je concrétise cette idée, qui n'est pas évidente, de créer un site, de comment on fait, comment je trouve les fournisseurs, tu vois, enfin, quel nom, quel logo, quel machin, comment je communique, comment je fais des pubs sur Facebook. Tu vois, comment t'as trouvé le temps, est-ce que t'as été entourée, comment ça s'est passé? Alors non, sans connaissance, sans expérience, d'autant plus, et sans contact spécifique dans le milieu, pas du tout. J'ai simplement eu cette envie de passer à l'action et cette facilité de passer à l'action et peut-être, oui, j'ai des peurs. Et là, j'en essuie encore plus dernièrement, des doutes et tout ça. J'étais peut-être aussi plus jeune, donc peut-être que les doutes étaient aussi un peu moins présents. Mais j'ai eu ce truc où finalement, pour moi, entre la réalisation d'un projet et le projet, il y a une date ou des deadlines, si on préfère, et un passage à l'action. Alors, dit comme ça, c'est toujours plus facile. Il y a forcément plein de toutes petites étapes entre tout ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, un stylo, mais vraiment littéralement, et j'ai listé tout ce que je devais faire. OK, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut mon nom. Une fois que j'ai mon nom, il me faut mon logo. Il me faut, donc tout ce qui est autour de la marque en elle-même, ma DA, mon message, comment j'ai envie d'être. Et c'est là aussi, j'étais pionnière par rapport au fait qu'on soit en 2015, je le rappelle, c'est que j'ai créé en fait ma marque incarnée. C'est moi qui montrais les vêtements, c'est moi qui parlais à mes clientes. C'était vraiment la boutique de Léa. D'ailleurs, ça s'appelait Léa Z Boutique. D'accord. Et c'est ça qui a fait aussi ma différence, c'est que vraiment, j'ai fait une boutique que j'ai imaginée comme moi, j'aimerais faire mon shopping sur un e-shop, tout simplement. Donc, je mettais des cartes de remerciement à la main. Il y avait vraiment un côté personnalisé. Toutes les filles qui commandaient sur ma boutique, pour moi, c'était tellement un truc de ouf de dire « Waouh, tu me fais confiance, tu commandes sur ma boutique. » Je mettais un cadeau dans le colis. Enfin, vraiment, tout ça. C'était en quelle année, ça? Donc, j'ai commencé en 2015. J'ai lancé en 2015. Mais tu te rends compte, c'est vrai que tu as été une des pionnières. Et du coup, c'est vraiment, je pense, le concept au bon moment aussi, avec du travail aussi, forcément, bien sûr. Et de la détermination et tout ça. Mais ce concept, je pense, m'a permis aussi de décoller et a beaucoup plu. Et les filles, du coup, en fait, revenaient en me parlant à moi dans les messages. Ouais, salut Léa, j'ai commandé tel top, tu le verrais bien avec quoi? Parce que très vite aussi, j'ai pas juste dit achetez ce top, achetez cette robe, le tombé est magnifique. Non, je donnais aussi des conseils mode. Pour le porter. C'est là, où j'ai un peu allié le concept finalement du blog sur, en fait, une boutique de vêtements, un e-shop. Trop bien. Et comment accessoiriser? Comment on dit toujours comment on dit? C'est quoi la phrase qui dit ça? C'est le porter et ça c'est le stylisé? Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. L'incarner? Ouais, non, mais c'est un truc genre le stylisé. Et moi, je sais que je sais pas trop faire ça en fait, tu vois, genre moi je mets un haut, je mets un jean et je mets une veste, enfin tu vois ce que je veux dire, mais je pense pas forcément à attends comment je pourrais peut-être mieux le styliser, l'accessoiriser. Figure-toi que depuis que j'habite à Paris, je suis plus dans le game. Ah ouais? Ouais. Pourquoi?
Parce que à Paris, il y a vraiment du niveau sur les looks. Vraiment, il y a beaucoup d'inspi. Les gens osent encore plus dans la mode, encore plus s'exprimer avec des pièces de dingue. Et surtout que j'ai eu toute une phase, on va le voir, je tease un petit peu, mais j'ai eu une phase où du coup, où je me suis remise en question. Et du coup, toute cette phase m'a aussi amenée à un peu m'éloigner de la mode, mais c'est OK pour moi. Je pense que nos besoins, ils changent, on grandit, on évolue. Bien sûr. Donc, t'inquiète pas, très bien habillée aujourd'hui. Mais j'aimerais bien, tu vois, je pense que c'est même, enfin, tu vois, nous qui sommes, on a des communautés sur Instagram, on est visible, etc. C'est agréable. Tu vois, là, je culpabilise parce que je me dis, c'est fou, je pense pas trop à mes looks alors que j'ai 48 heures, tu vois, dans un studio, ça devrait être important, tu vois, c'est... Et finalement, c'est pas trop... voilà. Donc, si une marque veut me sponsoriser, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Je porterai vos vêtements avec plaisir. À l'époque, j'aurais pu. Ça aurait été moi. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, revenons à nos moutons. Donc, tu lances cette marque, tu fais tout toute seule, tu poses sur papier tes actions, etc. Voilà, le point de démarrage, c'est vraiment mes actions. Et j'y allais step by step. OK, aujourd'hui, j'ai du temps. Go, je trouve le nom. OK, aujourd'hui, j'ai du temps. Go, je trouve le fournisseur. OK, je trouve la plateforme de vente. Comment je crée mon site. Et Google, vraiment, dans ces cas-là, Google est ton ami, quoi. Franchement, moi... Aujourd'hui, c'est ChatGPT. Ouais, voilà. Hier, c'était Google. C'est ça. Mais voilà, tous ces outils-là, faut les utiliser et on trouvera toujours nos réponses. Et puis après, mon site, derrière, ça a évolué. C'est pas parce qu'on commence avec un site sur une plateforme X ou Y qu'après, on peut pas changer aussi. Je pense que rien n'est figé. Bien Donc, sûr. j'ai commencé comme ça, petit à petit, et j'ai vraiment avancé à vue, jour après jour. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée dans la réussite du projet, c'est que je me suis pas mis une pression. J'ai tout fait comme ça me venait, avec mon intuition. Ah ouais. Je vais me faire taper sur les doigts, alors que pourtant j'ai fait une école de commerce et tout, mais tout le monde me dit mais waouh, mais pour réussir à faire ça, t'as dû faire un business plan de malade. Non, j'ai pas fait une seule page de business plan. Oui. Ouais, pas du tout, et c'est pas forcément ce que je recommande. Mais de toute façon, c'est même l'archevêque nous l'a dit que c'est pas obligé de faire un business plan. Voilà, alors très bien, merci. Je dis pas des bêtises. Non, mais voilà, en tout cas, moi, ça a été mon parcours qui peut inspirer ou pas. Mais après, oui, quand surtout il y a des grosses sommes qui vont être investies, je pense que c'est quand même bien d'au moins faire un plan de financement. On est d'accord, on se jette pas non plus sans filet. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment fait tout ça comme je le ressentais. Et est-ce que t'en parlais? Donc, c'était en 2015, t'as dit? Ou 2016? 2015? 2015. Tu étais à l'IUT à ce moment-là? Non, en école de commerce, première année. En école de commerce. Est-ce que t'en parles autour de toi? En fait, on arrive à un moment de ma vie où du coup, c'est une nouvelle école, même si c'était dans ma ville. Mais dans les écoles de commerce, on sait, il y a des élèves de toute la France, vu que c'est des concours nationaux. Et du coup, finalement, j'ai pas trop d'amis. Mais c'est OK parce que, en fait, je donne tellement tout pour mon business. Je vais vraiment à l'école pour aller à l'école et je repars direct après chez moi pour aller faire des colis. Donc, j'ai quand même quelques copines. J'avais d'ailleurs une ou deux copines, justement, de cette école qui venaient m'aider de temps en temps à faire les colis. Trop bien. Ouais. J'ai eu beaucoup d'aide. D'ailleurs, j'ai croisé du coup ta maman avant et elle m'a dit que, elle bossait un peu avec toi. Et j'ai dit, moi, pareil, mon papa, il m'aidait à découper les cartes. Vu que je faisais tout à la main, j'écrivais les prénoms et tout ça. Finalement, mes parents, après, en fait, ils ont eu du mal plus à comprendre ce que je faisais. Mais c'est quoi ton métier? Mais comment tu gagnes ta vie? Mais ils n'ont jamais été réfractaires et ils m'ont toujours aidée. Trop bien. Et du coup, t'es allée au bout de ton école? Oui, je suis allée au bout parce que je voulais honorer, parce que la sécurité, parce que, pour moi, je m'étais engagée là-dedans. Je pense surtout auprès de mes parents, pas vis-à-vis de moi. Mais voilà, le master, c'est important. Je m'étais lancée là-dedans. Comme dit, c'est une école qui avait un certain coût. Donc, allez, je vais au bout. Par contre, ce que j'avais fait, dès la 2e année, j'avais demandé un statut d'étudiant entrepreneur. Donc, c'est un statut national. Ouais, j'étais passée devant... J'en ai jamais entendu parler. Ouais, genre comme un jury, j'étais passée devant une audience. D'accord. J'avais dû présenter mon projet, prouver que c'était legit, c'était un vrai projet, il y avait une vraie activité et tout ça. Et j'avais tout expliqué. Et du coup, j'avais eu le statut. Et ça me permettait d'être allégée et de pouvoir, entre guillemets, sécher les cours. Mais attends, mais c'est un délire. Ça existait en 2015? Ouais. Et ça existe toujours? Je sais pas. Je me suis plus renseignée. Incroyable. Par contre, obligation de présence aux examens et tout ça, ça normal, logique, c'est quand même le minimum. Et j'ai eu malgré tout quelques professeurs, alors qu'on est quand même dans une école de commerce, qui m'ont embêtée, pour pas dire autre chose. Ouais.
C'est-à-dire, genre, oui, vous n'êtes pas assez présente. Oui, nanani. alors que je prévenais en début d'année parce que je comprends que le travail d'un professeur, lui, il s'implique, il prépare un cours, donc je comprends qu'il a envie d'être respecté dans son cours, rien de plus normal. Donc moi, je prévenais chaque professeur en début d'année ou de semestre quand on changeait de module ou quoi. J'allais les voir, je leur disais, écoutez, voilà ma situation, je suis étudiante entrepreneur, je fais une activité, etc. Je suis désolée si vous me voyez pas beaucoup. Et malgré tout, ouais, j'ai eu quelques scènes avec des profs, notamment une prof d'allemand où ça... Raconte. Je suis arrivée au cours. Déjà, elle pensait que je faisais des faux certificats. Donc, elle est allée me dénoncer, entre guillemets, au secrétariat en disant « elle fait des faux certificats », alors que j'avais certificat illimité, en fait. Donc, déjà, le secrétariat a dit « non, pas du tout, en fait, elle ne fait pas de faux certificats ». Donc déjà, premier truc où j'étais un peu « mais qu'est-ce qu'elle a elle, c'est trop bizarre ». Et on est quand même dans une école de commerce, je fais une activité complètement en rapport avec ça. C'est clair. Et puis ouais, jusqu'à un jour où elle m'a fait une scène en disant Princesse Léa qui se permet de plus aller en cours et tout. J'ai dit mais madame, je vous ai expliqué, vous savez, voilà mon contexte. Vous devriez plutôt me soutenir en fait, ce serait cool. Mais bon, malheureusement. Jalousie peut-être un petit peu. Hein oh je sais pas. Oh peut-être. Hein. Peut-être. Bah en tout cas, tu sais, ouais, pas ça... ouverte d'esprit en tout cas. On bah va dire, oui. hein. Non mais je pense que ça a pu la déranger du style cette petite jeune de 20 ans qui est déjà en train de monter une boîte. Tu vois, et elle et les profs, tu vois, ça peut renvoyer à des choses qui nous gênent, qui nous dérangent. Ouais, sûrement. Tu l'as dérangée. Peut-être, mais en tout cas, voilà. J'ai eu plein de petites histoires comme ça, et puis finalement, mes études se sont terminées. Et là, la liberté, j'ai pu me concentrer à fond sur le développement de ma boîte. Donc, c'est là où on parle des 10 millions de CA. Je suis allée au total, voilà, sur... c'est ouf. Ouais, j'ai généré 10 millions de CA. Après, on sait que ça reste un chiffre d'affaires, parce que j'ai aussi envie d'apporter un côté où je décomplexe aussi les gens. Ouais, on parle de gros chiffres, mais n'oublie pas que c'est un chiffre d'affaires et que derrière tout ça, il y a aussi du travail, bien sûr. Et il y a des équipes, parce que finalement, je me retrouve dans toute ma vingtaine à être propulsée à des grosses responsabilités. Toute seule, parce que c'est moi la gérante et l'associée unique de la société. Et avec, face à des grosses responsabilités, comme on a parlé au début du management, donc avec une envie de bien manager, et avec des personnes en dessous de moi que je dois payer tous les mois. Donc, quand ça se passe bien, et qu'on rentre de l'argent et que tout va bien, ça, c'est bon, c'est top. Et vraiment, il y a une alchimie de dingue. Et quand on commence à rencontrer les premiers défis, parce que oui, il y en a sur le parcours d'entrepreneur, on le sait, je pense que c'est clair. Dans ton podcast, on en parle. Et quand on commence à être face à ces défis-là, et là, on n'a pas peur pour nous, on a peur pour les autres. C'est vraiment une pression supplémentaire de dingue. Tu les avais en CDI, ces gens-là ? Oui. Waouh. Et alors, comment ça s'est passé un petit peu ? Donc, 2015, tu lances ta boîte. Oui. Tu peux m'expliquer un petit peu l'évolution de ton entreprise, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de structure, je sais pas, de nombre de personnes, à quel moment, combien vous étiez, enfin, tu vois, que je comprenne un petit peu l'évolution. Et puis, justement, aujourd'hui, où t'en es par rapport à cette boîte ? Alors, du coup, ça va être difficile de te faire année par année. Non, mais parce que moi, en plus, les chiffres, les souvenirs et tout ça, précisément. Grosso modo. Mais en gros, on a évolué en recrutant 1 à 2 personnes en CDI par an. Et au bout de 2-3 ans, on a dû externaliser la logistique. Donc ça, c'est un choix. On aurait pu l'internaliser, mais du coup, devoir avoir des locaux toujours plus grands, etc. Et puis alors avoir encore un autre défi au niveau de la RH, parce que quand c'est pour tout ce qui est logistique, il peut y avoir des équipes de jour, des équipes de nuit, ou alors quand tu sais pas combien de colis tu fais exactement à l'avance, tu peux avoir de plus ou moins besoin de personnes. Donc toute cette gestion du personnel, moi j'ai décidé à un moment donné de l'externaliser parce que on m'a expliqué qu'il y avait des ESAT, donc c'est des établissements d'aide par le travail, qui étaient en capacité de faire les colis. Et dès qu'on m'a parlé de ça, moi j'ai été tout à fait séduite par l'idée. C'est en fait des personnes en situation de handicap qui ont du mal à s'insérer dans la vie professionnelle classique, qui sont en capacité de faire du coup des tâches répétitives, qui pouvaient du coup faire mes colis. Et là j'ai dit non mais ok, ça me plaît, j'ai envie de pouvoir avoir ce côté social, social, et où je peux avoir un impact et m'engager. Et je me suis dit, ok, on va regarder comment est-ce qu'on peut déléguer ça avec un ESAT. Et en fait, on a mis en place tous les process, parce que c'est quand même des process spécifiques, et on a tout créé avec eux, l'activité. Et du coup, il y avait une 15aine de personnes à l'ESAT qui travaillaient.
sur le projet. Et donc, au total, on était plus d'une vingtaine de personnes au pic de croissance. Qui bossions sur les AZ boutiques, que ce soit dans les bureaux, que ce soit justement dans les entrepôts. T'avais des bureaux, du coup ? Ouais, du coup, j'avais des bureaux avec, donc là, mes équipes, donc là, les personnes qui étaient en CDI, et après, le reste, c'était l'entrepôt avec les AT, mon prestataire principal, clairement, avec qui j'étais en contact tous les jours pour gérer les colis, les problèmes. Mais c'était ma plus belle aventure et c'était un de mes meilleurs choix dans mon parcours entrepreneurial. Mais du coup, tu faisais ça... Enfin, là, tu étais diplômée, du coup, ou t'avais encore... Enfin, pendant combien de temps tu as fait de développer ton entreprise et en parallèle tes études ? Du coup, j'ai commencé à la fin du bachelor. J'ai lancé, il me restait 2 mois de bachelor. Donc là, au début, j'ai largement pu gérer toute seule l'été. C'était le premier été de l'activité. C'était tranquillou. Et c'est à partir du dernier semestre 2015 où là, ça a bien décollé. J'ai dû passer en société. J'étais plus du coup en possibilité de rester en auto-entreprise. Donc là, ça te montre aussi un step. Donc fin 2015. Et donc en fait, c'était 2016 et 2017, M1 et M2. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais c'est un truc de dingue. Mais c'était un parcours... Je sais pas, enfin pour moi, en fait, c'est pas un truc de dingue dans le sens où... maintenant c'est vécu, c'est fait. Et puis j'ai avancé petit à petit aussi quand même. Oui, mais tu vois, je me dis, et même donc 2015, 2016, 2017, je pense que tu faisais quand même partie des rares personnes à entreprendre. Enfin, je sais pas où je me trompe, mais quand même. Alors, je sais pas si j'étais dans les rares personnes, mais oui, par exemple, j'ai commencé sur Facebook. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait même pas encore Instagram. Instagram, je crois que j'ai lancé le compte de la boutique... peut-être alors fin 2015 ou début 2016. Donc au tout début, le principal de ma com et mon canal de communication premier, c'était Facebook. À l'ancienne. Oui, mais bien sûr. Ouais. Oui, moi j'ai ouvert mon compte Instagram en 2020, je crois. Ouais, tu vois. J'avais pas de compte Instagram avant. Mais bref. Non, mais je trouve ça dingue d'avoir réussi à gérer 2020, tout ça. C'était le début des problèmes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé alors en 2020 ? Parce que du coup, 2020, 2015, donc entre-temps, tu as été diplômée, ensuite tu es devenue du coup entrepreneur à 100%. C'est ça. Voilà. Donc ta boîte a 5 ans en 2020. Voilà, c'est ça. Et 2020, le début des problèmes parce que Covid. Ah, mais oui. Et oui. Parce que tout le monde me dit, mais toi, t'as trop de la chance, c'est le Covid, ta boutique, elle va rester ouverte. Oui, parce que je suis un e-shop et je suis en ligne, ok, mais sauf que mes fournisseurs, la plupart arrêtent de travailler. Les AT, on ne sait pas encore ce qui va en être. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à expédier parce que c'est quand même un public à risque. Oui, tout à fait. Et tout simplement, les gens vont acheter des vêtements pour faire quoi ? Pour aller où ? Faut se le dire, on achète des vêtements parce qu'on va avoir un petit resto sympa, qu'on sort, parce qu'on a un event. Ok, aussi parce qu'on a envie de se faire plaisir et pour soi. Mais généralement, c'est quand même lié à des prochaines sorties ou des choses comme ça. Et là, tu restes chez toi. Qu'est-ce que t'en vas faire de ta tenue ? Et des chaussettes qui te tiennent chaud. Donc, bien évidemment, on a quand même fait preuve d'adaptation avec mes équipes. Et on a mis en place des collections cosy, mais des collections loungewear, ok. Mais sauf que tu n'achètes pas autant de loungewear que tu vas acheter. T'as pas fait des masques top. En tissu, des masques un peu... J'avais aussi des masques, des masques en soie, justement, du coup, pour la peau et tout ça. Mais pareil... Ok, bon, tu vends des masques, mais voilà, ça reste en fait, ce n'est plus l'activité que j'avais du coup connue. Et là, je me dis, ok, il y a un tournant, mais je le sais pas encore en fait. Moi, je crois dans mon utopie, parce que je suis une grande utopiste, et que c'était mon premier finalement vrai défi et quelque chose qui se rapprochait d'un échec parce que, en fait, pour moi, à partir du moment où j'étais plus en croissance et que j'arrivais à un stade où mon entreprise était soit en train de stagner, soit en décroissance, c'était déjà un échec. Parce que j'ai ce truc-là de me dire que c'est que bien quand on est dans la réussite et dans la réussite, c'est la croissance. Comment tu peux être dans la réussite si tu stagnes ? Bien sûr, bien sûr. Je le dis avec beaucoup d'autodérision parce que c'est plus ce que je pense à présent. Mais c'est des choses qui peuvent nous passer clairement par la tête. Complètement. Moi, j'étais complètement... Surtout après une période de forte croissance pendant 5 ans. Voilà. Ouais, je comprenais pas trop ce qui se passait à ce moment-là. Et en fait, tout était en train de prendre un virage et aussi le marché du prêt-à-porter. Donc forcément, mon entreprise, elle allait le subir. Donc, mais sauf que ça, moi, j'y croyais pas. Déjà, je croyais même pas au confinement à la base. Bah oui, c'est clair, moi non plus. Franchement, j'y croyais pas. J'étais dans le déni.
Mais bon. Ouais, C'était donc la le réalité. confinement a aidé beaucoup de personnes pour lancer plein de projets, toi, je crois, notamment. Oui, complètement. Ah, voilà. Pour surtout entrevoir une vie différente que celle de métro boulot dodo. Et moi, tout l'inverse. Du coup, moi, ça a été un petit peu la dégringolade. Mais pourtant, à ce moment-là, je perdais pas encore espoir. Parce que, justement, mes prochains espoirs étaient les déconfinements. Ça va aller mieux à chaque fois. Au contraire, les déconfinements, les gens vont être dans la liberté. Et oui, on avait des remontées à chaque fois de chiffres, à chaque déconfinement, où on avait de nouveau une hausse du chiffre. Mais l'activité, elle avait changé. Il y avait des difficultés, c'était plus comme avant. Et donc là, j'ai commencé à encore plus travailler sur moi. Je travaillais déjà un peu sur moi, mais c'était quand même mis de côté parce que mon entreprise, c'était la priorité. Donc une vraie chef d'entreprise, la tête dans le guidon, qui est capable de s'oublier. Et là, en fait, c'est comme si on est venu toquer à ma porte en disant, mais en fait, là, faut aussi que tu regardes, OK, l'activité, quels sont les soucis, mais toi, comment tu vis ces soucis ? C'est clair. Ouais. Parce que pendant 5 ans, tu t'étais oubliée totalement. Ouais, quand même. Alors après, il y a des gens qui vont avoir un niveau de s'oublier. Enfin, c'est où est-ce qu'on met ? Mais sûr. Oui, j'étais la tête dans le guidon. Je vivais pour ça à 100% et ça passait en priorité, en tout cas. Pas trop de vie perso Non, pas trop. Comme dit, les cours, j'avais pas d'amis. Donc déjà, c'est une bonne... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. un bon échelon pour que tu vois où je me trouve. T'as quand même fait de grandes choses, jeune. Il y a forcément quelque chose qui t'a poussé à faire ça. Qu'est-ce qui t'a drivé au fond de ton bide ? C'était quoi ? Tu prenais une revanche sur quelque chose ? C'est une bonne question. Franchement, je me suis jamais posé cette question de cette manière-là. En tout cas, de me dire finalement, qu'est-ce qui m'a drivé aussi jeune ? Peut-être j'ai quelque chose à prouver, ouais. Bah ouais, mais ouais, grave. Je pense que j'avais besoin de prouver que j'étais capable. Et en fait, si ça fait appel à un coaching que j'ai fait, il y a quand même quelques pas années, enfin ça date pas d'il y a 10 ans, mais il y a un petit moment. En effet, je pense que j'avais besoin de prouver que je n'étais pas qu'un physique. Tu vois. Moi, on me voit toujours comme ma couleur de cheveux. Alors maintenant, je fais des mèches, mais à la base, je suis une vraie blonde. Avec le temps, on fonce. Mais donc voilà, la blonde, un petit peu mignonne. Et tout de suite, quand je suis dans une pièce ou quand je me présente, je suis pas crédible. Et puis on me voit que à travers mon physique, donc on pense que je ne suis que superficielle. Et que j'ai rien à apporter. En tout cas, moi, c'est ce que je pensais. Et j'avais tellement peur de rien pouvoir apporter d'autre, en tout cas de le prouver directement, que après, une fois que j'avais créé cette entreprise, ah ok, mais toi, tu fais quoi dans la vie ? Moi, j'ai fondé ma propre marque de prêt-à-porter. Ah ouais, ok. Et là, je voyais que ça changeait. Bah oui, en fait, bien sûr. Le regard des gens. Et en fait, avec du recul, je participais à nourrir les schémas de la société et de ce que la société rendait... Et de ce que la société rendait... Troisième. Et de ce que la société rend désirable. Je participais complètement à ça. Tout à fait. Quand on dit cocher les cases, chacun coche les cases à sa manière. Et finalement, là, j'étais contente de pouvoir, à travers mon pro, cocher une case et prouver. C'est clair. Ouais. Non mais c'est ça, donc c'était vraiment ça. Peut-être que quand t'étais jeune, on t'a répété tout le temps t'es jolie, t'es machin, t'es belle, t'es trucs. Ah ouais, et puis même quand j'ai commencé l'activité, mais mademoiselle, c'est votre loisir cette marque ? Oui et non. Oui, c'est un métier passion, donc forcément il y a un côté presque loisir, mais en fait là c'est sérieux ce que je suis en train de monter. J'ai eu plein de remarques comme ça. J'arrivais au siège de Colissimo alors que j'étais client grand compte. On me disait vous venez pour le stage ? Dur. Non. Ouais, donc mais après je prenais avec la rigolade. Enfin, à force, ce type de remarques, je les prenais avec la rigolade, avec de la rigolade. Bon. Ouais, non mais avec légèreté quoi. Voilà. Ouais. Puis toi tu sais ce que t'as créé. Tu sais ce que t'es en train de créer, donc est-ce que au bout d'un moment, je pense qu'au bout d'un moment, il y a même plus besoin de prouver parce que tu t'es prouvé à toi-même. C'est vrai aussi. Mais du coup, je pense que le point de départ, ça a sûrement été ça. Vouloir montrer que je peux avoir des réussites ailleurs que juste sur ce que je peux montrer en fait au premier abord quand on me voit. Et en plus, tu avais tenté de te lancer dans le mannequinat, ou tu as fait du mannequinat ? J'en ai fait, mais j'ai essuyé plus de refus que de contrats réussis.
Parce que, alors d'autant plus à l'époque, maintenant on est dans quelque chose de beaucoup plus inclusif et je trouve ça très bien. Mais à l'époque, c'était vraiment, fallait faire un 34, 36 et faire plus d'1m70. Moi, je fais 1m70 tout juste. Donc, voilà, il y avait beaucoup de choses où j'étais pas prise. Et du coup, je me suis dit, en fait... vous me prenez pas, moi j'ai envie d'être dans la mode, et je vais être ma propre égérie. C'est aussi là, qu'est venu le concept marque incarnée. Double revanche en fait. Il y a ça aussi en mode, ok, vous voulez pas de moi, très bien. Je vais le faire moi-même au moins. Autant s'épanouir par soi-même finalement. Meilleur état d'esprit. Trop bien. Ok, maintenant c'est plus clair. J'avais besoin de comprendre, tu vois. Voilà, t'as retrouvé la source. Voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe en 2020 tu racontais le Covid, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pour ta boîte par la suite? Donc, petit à petit. Pour toi, c'est ce que tu disais surtout? Oui, donc en plus moi j'avais ce truc où quand même mon ego était quand même un petit peu attaché à la success story Léa Z, bien sûr. Mais ça je l'ai que découvert après et je le découvre que là depuis les dernières années où finalement je relance toute une redécouverte autour de moi et donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On va reprendre le fil de l'histoire. Donc voilà, 2020 21, 22 et jusqu'à 23, c'est compliqué. Il y a des hauts et des bas dans l'activité. Il y a des choses qui parfois se relancent, notamment après les déconfinements, certaines collections qui cartonnent encore. Donc, il y a des lueurs d'espoir, mais il y a un fond où, moi, j'aime bien dire un peu on traînait des casseroles quand même. Savoir que pendant le Covid, j'ai eu aucune aide parce que oui, j'avais une baisse de chiffre d'affaires de 30%, donc je correspondais à ce critère. Mais il y avait un des critères où il ne fallait pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2019 et je le dépassais. Sauf que, ok, j'ai dépassé ce seuil, mais ma baisse, elle est la même. Enfin, une baisse en pourcentage, oui, t'as les mêmes charges. Elle est équivalente à une autre entreprise. C'est un pourcentage... c'est au prorata, quoi. Et comme tu as dit, les charges restent les mêmes. Donc, du coup, sans aide, ça a forcément complexifié aussi la sortie de tout ça. Et on traînait des casseroles. Et à un moment donné, moi, j'ai pris du recul. Et je me suis dit, premièrement, je suis enfermée dans un modèle où il y a des choses que j'aime, mais il y a des choses qui correspondent peut-être plus à mes besoins actuels et de qui est Léa. Il y a aussi quelque chose où, ça y est, j'ai fait le tour. L'activité, je la connais, je la connais par cœur. Oui, j'ai des équipes super. Oui, j'aime mon travail. Oui, j'aime ce que je fais. Mais j'ai fait le tour parce que je lançais beaucoup de nouvelles collections. Parce que tu l'as dit avant, quand on parlait de ton décor, il faut savoir se renouveler pour l'audience et tout. Donc moi, je lançais beaucoup de nouvelles beaucoup de nouveautés tout le temps. Et donc, ça veut dire que finalement... il y avait une redondance qui se créait aussi, moi, dans mon activité. Ça me laissait plus du tout place à une nouvelle créativité autre sur des nouveaux sentiers, tu vois. Et complètement. Donc, je me pose la question de moi à moi-même autour de tout ça. Un peu une remise en question pro-perso, parce que tout est tellement lié quand on est entrepreneur. C'est clair. Et aussi la remise en question financière qui, à un moment donné, là, on n'a pas le choix de la faire. Hein. Elle est là, elle est présente. Et on est arrivé au moment donné où je devais me poser la question à quel point je prends des risques financièrement et à quel point je suis prête à continuer à prendre ces risques et à quel point, à un moment donné, la vapeur va pouvoir s'inverser et je vais pouvoir retrouver vraiment une vitesse de croisière financièrement sans essuyer vraiment des vrais impayés et aller trop loin. Donc là est venu tout un travail où, heureusement que là, pour le coup, j'ai été accompagnée par un groupement qui s'appelle le GPA. Ils aident les entreprises en difficulté. D'accord. Et j'ai bien fait de me tourner vers eux parce qu'ils ont vraiment su m'aider et me conseiller. Franchement, je les remercie encore aujourd'hui. Incroyable, sur toute la partie financière et justement, quel choix faire? Est-ce qu'en fait, on va vers une fermeture à l'équilibre, vers un redressement, vers une liquidation Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait et quelle est la décision la plus sage et aussi... aligné avec ce que le chef d'entreprise souhaite et tout ça. Donc là, c'était une période, je dormais plus, j'avais mal à la tête constamment et j'avais les yeux rouges et gonflés tout le temps. Ouais, là, c'était chaud. Ça a duré combien de temps, cette période-là ? En réalité, moi, je suis du genre à avancer, une fois de plus, à être quand même dans l'action. Donc, très vite, à un moment donné, on a fait nos calculs, les chiffres sont là, on prend les décisions. Et du coup, je pense que, on va dire 2 mois. Donc, c'est long et pas long en même temps. Oui, voilà, ça peut paraître une éternité quand c'est des moments qui sont dans la souffrance, quoi.
c'est ça. Mais au final, c'est sur une vie, c'est rien. Bien sûr, bien sûr. Mais parce que moi, j'avais besoin d'acter, j'avais besoin de savoir où j'allais, que ce soit pour moi, pour mes équipes aussi, qu'elles elles puissent savoir aussi ce qu'il en ressort. Parce que c'était les premières personnes à qui je pensais quand on a commencé à avoir les différentes solutions et que les solutions, c'était potentiellement d'arrêter. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Inimaginable. Ouais. Et puis, ça reste mon premier bébé. Non, mais je vois tellement. Et Donc, comment, voilà. comment tu prends cette décision ? Enfin, c'est à quel moment tu te dis, OK, d'ailleurs, quelle décision t'as prise ? Et comment t'as su que c'était celle-là que tu devais prendre ? J'ai choisi de faire une liquidation judiciaire. Et j'ai pensé que ce choix était le mieux. Maintenant, je peux le dire que oui, spoiler, ça a été, je pense, le bon choix. Parce que c'est comme si c'était un début d'une toute petite hémorragie. Et que valait mieux sonner la sonnette d'alarme tout de suite et stopper tout de suite et pouvoir tout de suite mettre un pansement en fait sur la plaie et que stop, ça s'arrête en fait, que de continuer. J'ai fait une trésorerie jour par jour et je voyais que ça allait être challengeant et peut-être trop challengeant et que ma motivation, quand justement je me suis reconcentrée un peu sur mes envies, allait peut-être pas être à la hauteur du challenge. Et c'est là où, en tant que chef d'entreprise, il faut aussi savoir s'arrêter. Et c'est même pas penser à soi, on est le capitaine du bateau. Donc, si le capitaine, il lâche le bateau, il n'y a plus rien qui va, tu vois. Donc, de faire une décision la plus propre possible. Et en fait, on se rend compte que le système, pour le coup, est bien fait. En tout cas, pour mes salariés, parce que eux étaient complètement, finalement, protégés. Et c'est ça qui m'a permis aussi de prendre cette décision-là et de me conforter dans cette décision, de me dire, OK, finalement, eux ne vont pas être impactés tant que ça. D'accord. Alors oui, ça va être un chamboulement dans leur quotidien. Selon à quel point ils aimaient leur job, ils étaient épanouis, ça va leur demander de faire preuve d'agilité à ce moment-là, de résilience, comme moi. Comme toi. Mais je suis peut-être le capitaine, mais finalement, on est dans le même bateau. Donc moi, je vais vous soutenir un max. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé finalement. Donc en fait, juste si je reprends le chiffre d'affaires dont tu as parlé tout à l'heure, ça veut dire que, mine de rien, ces 10 millions, tu les as fait sur 5-6 ans, grosso modo. Un peu plus, de 2015 à 2023, tout début 2023. Donc bon, 2023, ça... Oui, en partant du principe que... On va dire 2022. Voilà. Et donc puis 2020, 2021, 2022 ont été compliqués tout de même. Oui, mais donc... c'est incroyable. C'est incroyable. OK. Et est-ce que tu as eu le temps de justement peut-être investir cet argent, faire attention à te constituer un patrimoine, puisqu'ensuite la boîte s'est arrêtée. Est-ce que tu as quand même eu le temps de te mettre en sécurité financièrement, etc. Quand même un peu, heureusement. À quel point on juge qu'on est en sécurité, sachant qu'on ne sait pas du tout de quoi l'avenir est fait, c'est toujours compliqué. Bien sûr, bien sûr. Et à savoir que là, pour le coup, c'est malheureux. Les chefs d'entreprise ne sont pas du tout protégés en France. On prend les risques, on crée des emplois, on crée de la richesse. Et quand on est, alors TNS surtout, il n'y a pas du tout de filet de sécurité. Et ça, moi, quand j'avais choisi ce statut à l'époque, c'était pas quelque chose que j'avais pris en compte parce qu'on s'imagine tellement pas ce scénario que à aucun moment je pouvais me dire c'est important que moi aussi je me sécurise si demain ma boîte va mal. Ça n'a pas été le cas parce que y a ce statut de TNS qui fait que on n'a pas de filet de sécurité finalement, et donc je me suis retrouvée par contre sans rien à ce niveau-là. Pas du tout d'aide. Et donc oui, j'avais quand même de quoi subvenir à mes besoins et venir voir un petit peu les choses venir. Mais en effet, on ne sait jamais combien de temps, quand, comment, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Et donc là, c'était le gros questionnement. Et surtout que tout ça est arrivé presque à l'aube finalement de mes 30 ans, parce que j'ai passé toute ma vingtaine sur cette activité-là et sur ma marque. Donc à l'aube de mes 30 ans, je me retrouve perdue, pleine de doutes, et donc ce qui est complètement pas dans la logique de ce qu'on nous présente dans la société ou ce qu'on imagine une vie parfaite finalement. Oui, c'est clair. Donc j'imagine grosse remise en question sur ce que tu veux, sur quelle femme tu es, qui tu veux devenir, qu'est-ce que je vais faire, Ouais, là, gros travail où en fait j'arrive à
au stade, oui, de toutes ces questions, comme tu as dit, vraiment perdue. Et même à ce moment-là, je me rendais presque pas compte encore tout de suite que j'étais perdue. C'est bizarre parce que finalement, les choses continuaient à avancer. Oui. Et puis, il y avait aussi quelque chose, c'est que finalement, ma marque étant une marque incarnée, j'avais encore mes réseaux sociaux qui étaient là, avec ma communauté de femmes, qui m'a toujours soutenue d'ailleurs, et je trouve ça vraiment beau. Tu partageais tout avec elle quand tu as eu Non. Ah non? Ouais, non, c'était compliqué. Pour moi, quand je vis des moments vraiment comme ça, douloureux et difficiles, ça me prend tellement émotionnellement que moi, avec moi-même, j'arrive à le gérer, mais de réussir à en parler, surtout publiquement, et d'autant plus à ce moment-là où j'avais pas encore du tout fait, on va dire, le deuil du syndrome de la fille parfaite. Exposé sur la place publique, bah là, en fait, les gars, je suis en train de réfléchir à si je ferme ma boîte ou pas. Voilà, nickel. Hyper dur. Ouais, c'était super dur de le faire, entre guillemets, en même temps. Par contre, le jour où j'ai annoncé sur les réseaux sociaux publiquement que je fermais, parce que ça, je voulais passer par cette annonce-là, je leur devais ça. Et puis, de toute façon, mes clientes, elles avaient le droit de savoir. Et elles étaient tellement nombreuses et elles étaient tellement là toutes ces années à me soutenir, d'autant que j'avais des clientes hyper fidèles. Enfin, c'était l'étape normale, ça, par contre, de prévenir, pas de partager le process. Bien sûr. Mais une fois que tout est acté et que tout est carré de mon côté... il est temps de vous expliquer, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, ouais, j'ai fait la vidéo d'annonce qui a été, par contre, super bien reçue, avec un soutien et beaucoup d'amour et de bienveillance. Waouh. Genre, ça m'a fait... Heureusement, j'ai envie de te dire. Oui. Vraiment heureusement, mais ça m'a fait tellement du bien. C'était tellement beau à voir. C'était vraiment un beau moment d'échange qui a aidé mon petit cœur un peu à se remettre de tout ça quand même. Ça, c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, quand tu crées une communauté bienveillante, quand tu as des moments de difficulté, de doute, c'est extraordinaire. C'est vrai, ouais, carrément. Et donc moi, j'apprends petit à petit à montrer tout ça et justement à me détacher de ce syndrome un peu de la fille parfaite aussi, parce que les réseaux sociaux, faut pas oublier que avant c'était ça. Tu te mettais en scène, c'est vrai. De quoi, ça fait que ça. Ouais, ça fait que 3 ans, 5 ans que petit à petit, moins, les gens, même moins. Que petit à petit, les gens commencent à montrer la vraie vie, leur marque, comment ça se passe, les déboires de l'entrepreneuriat, les écueils de la vie de femme, de maman, d'homme, peu importe en fait, mais c'est que depuis quelques temps que les gens osent montrer ça, et je pense que c'est très bien. C'est très bien. Et donc moi, c'est un peu arrivé comme une évidence de dire, en fait, ma marque, c'était déjà moi. J'étais déjà là, Léa, je me montrais déjà Léa, même si, je montrais pas tous mes écueils et mes vulnérabilités les plus profondes. Elles sont déjà là et elles me suivent pour mes conseils mode. Donc, pourquoi pas finalement continuer à apporter un message qui, certes, va être un peu différent, d'une autre manière. Et donc, qu'est-ce que tu fais alors ? Et écoute, maintenant, je me pose beaucoup de questions. D'accord, ok. Déjà. Non, j'ai encore forcément des phases de doute, mais de plus en plus, c'est en train de s'éclaircir. Et cette zone de brouillard commence à trouver ses réponses et commence à avoir un ciel un petit peu plus bleu de plus en plus. Et aussi, depuis que j'ose partager justement tous mes doutes. Et donc, qu'est-ce que je fais exactement actuellement? Ma casquette principale, c'est créatrice de contenu. Et sur mon compte, j'ai envie d'essayer de porter le message, d'encourager les femmes à s'aimer, à oser et à avoir confiance en elles, à aller au bout de leurs rêves, à être alignées, même si ça ne correspond pas à ce qu'on attend d'elles à la base, que ce soit des croyances qu'elles se sont elles-mêmes ancrées, que ce soit des rêves qui ne leur appartiennent pas, donc de leur entourage, ou même des rêves, parce qu'en fait, on se rend compte sur les réseaux sociaux, avec toutes les personnes justement qui montrent des lifestyles parfaits, c'est fatigant ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller piocher des rêves à l'extérieur, mais qui ne sont même pas les leurs. En gros, tu vois une nana qui a l'air super heureuse parce qu'elle s'est acheté une nouvelle voiture, un nouveau sac, j'en sais rien. C'est les pubs de la télé qu'il y avait avant, c'est sur Instagram en fait. Voilà, mais même sans que ce soit sponsor. Complètement. Tu vois. Mais pour toi, ça fait comme une notion de pub. Tu crois que si tu vas acheter cette voiture, tu deviens heureuse. Voilà, c'est ça. Alors que si ça se trouve, en fait, ce désir-là et ce rêve-là,
il n'est pas pour toi. C'est Juste, vrai. tu as l'impression que la personne et la société rendent ça désirable. Donc, tu dis, ah ouais, en fait, il me faut cette voiture, cette maison, ou ce mode de vie en famille ou quoi. Alors que si ça se trouve, toi, ton mode de vie, c'est juste d'être nomade, d'aller vivre dans plein de pays différents et que t'as pas besoin de la maison avec le chien, le papa, la maman, les enfants. Et si c'est ça qui te fait rêver, et ben go. Je suis pas en train uniquement de défoncer le modèle pas du classique. tout. Non, c'est très clair. Au contraire, trouve ce que toi, qu'est-ce qui est aligné en fait avec toi, qu'est-ce qui résonne, bah comme tu as dit avant, dans ton feu, dans ton étincelle à toi. Et c'est ça qui est aussi difficile avec les réseaux sociaux et le modèle de la société, où on peut très vite penser que des rêves qui finalement ne résonnent pas en nous sont les nôtres. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y avait déjà ça, même... En fait, il y a toujours eu ça. Toujours eu ça. Ça fait quand même des années qu'il y a ce truc. C'est sous différentes formes avec l'arrivée des réseaux sociaux. Mais regarde, avant, c'était un petit peu... T'as parlé d'école de commerce, j'ai fait une école de commerce. Fais une école de commerce, tu seras heureux et t'auras un bon salaire. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'on l'a fait, d'ailleurs. Oui, évidemment. Tout le monde allait faire une école de commerce. Mais par contre, il est où le bon salaire ? Enfin, moi, quand je suis sortie, mon premier job, soi-disant, on gagnerait tous minimum 2 000 euros. La réalité des choses, c'est que moi, mon premier job, j'ai gagné 1 588 euros en sortant d'une des meilleures écoles de commerce de France, tu vois. Ouais. Donc, arrêtez de nous faire croire n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a toujours ce truc-là et même... Enfin, on ne sait pas ce qui nous attend dans 10 ans, dans 20 ans. Je pense qu'il y aura toujours ce truc-là, d'où l'importance de faire ce travail sur nous-mêmes, d'apprendre à se connaître, parce que finalement, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est là où elle est la vérité, c'est là où on a vraiment nos vrais désirs, nos vrais besoins profonds, nos valeurs. Et je pense que c'est fondamental. Surtout là, vu comment la vie évolue, les générations évoluent, les réseaux sociaux, etc., ça amplifie ce genre de choses. Mais d'où l'importance de se connaître et de savoir ce qu'on veut et qui on est, quoi. Ah, mais vraiment, moi, quand je parle de développement perso, ok, c'est un mot large qui englobe plein de choses, parce que oui, je fais aussi une sorte de notion de dev perso sur mes réseaux sociaux, mais avant le dev perso, et j'ai envie de dire le premier chapitre du dev perso qui dure très 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 longtemps, c'est se connaître, c'est la connaissance de soi. Et ça répond déjà à beaucoup, beaucoup de questions. Et je sais qu'on parle aussi maintenant beaucoup de loi de l'attraction, d'ailleurs. Et je pense que cette loi de l'attraction, c'est quelque chose de super, mais quand justement, c'est aligné avec qui tu es vraiment. Parce que cette voiture, ça fonctionne pas, tu peux faire ta loi de l'attraction tous les jours si tu veux pour avoir, je sais pas ce que j'ai avec, c'est une voiture. Oui, c'est ça, tu as envie d'une voiture, c'est ça, Léa. Non, mais voilà, si tu as envie de cette maison et que tu penses en fait que tu te crées justement du coup ce désir de maison, mais que finalement, c'est pas ça qui t'est vraiment destiné, qui correspond vraiment à tes besoins, et ben en fait, ça marchera pas. Mais la loi de l'attraction, elle démarre quand tu te connais bien, que tu as vraiment identifié ce qui peut te faire vibrer. Et c'est là que ce genre un peu de magie que certaines personnes expliquent, entre guillemets, va opérer. Et là où, par contre, le jeu vidéo de la vie n'est jamais fini. J'aime bien dire cette expression. J'adore dire que la vie est un jeu vidéo. Ouais. Moi, je crois encore, et j'ai parfois un peu cette tendance utopiste qu'à un moment donné, waouh, j'aurai fini le jeu vidéo, tout ira bien dans ma vie, tout sera au top dans ma carrière, perso, pro, tout ce que tu veux. Mais non, on va tout se remettre à l'évidence et malheureusement, oui, le jeu vidéo n'est jamais fini. Et du coup, là où c'est difficile, c'est que, ok, on se connaît bien, mais nos besoins, faut pas oublier qu'ils sont en évolution en plus. Alors, bien sûr. Bonne chance pour dealer avec tout ça. Et ouais, c'est pas facile. Bah oui. Mais on découvre tout ça. Mais bien sûr. Et c'est aussi ok de se dire, tu vois, je te prends un exemple là qui est récent et qui me concerne et qui me fait penser à ce que tu dis. Tu vois, je m'étais dit, waouh, le jour où j'aurai des bureaux, ça peut être extraordinaire. Je m'imaginais dans un bureau hors de chez moi parce que du coup, j'arrêterais de bosser chez moi, etc. Donc, je vais au bout de ce pseudo-fantasme. Je prends des bureaux. Mon Dieu. J'étais là, mais what the fuck. T'as pas aimé l'expérience ? Mais pas du tout. Mais c'est ok. Mais, et au moins, comme tu disais aussi, c'est ce truc de, ok, une idée, une action. Parce que si tu restes dans ton fantasme, de toute façon, il faut bien savoir si c'est vraiment la réalité ou pas. Donc, allons au bout du truc. Ok, j'ai pris mes bureaux, je suis restée 3 jours, vraiment. Je ne suis plus jamais revenue. Ah ouais. Tu vois, mais après, ça a fait évoluer ce besoin qui était de, ok, je travaille depuis mon salon depuis maintenant
Ouais, l'expérimentation était nécessaire. Mais oui, parce que maintenant, je sais que je vais... je sais ce que je veux aujourd'hui. Je sais que je vais faire des bureaux chez moi, mais pas dans mon salon. Et je sais que j'ai pas envie d'avoir des bureaux. Tu sais quoi, connais tes besoins. Voilà, mais c'est OK de se dire, OK, je teste, si c'est pas pour moi, Ah oui. Je prends un autre chemin, je revois mon besoin, etc. C'est tout à fait OK. Et oui, il faut tester pour voir quels sont nos besoins, si c'est ce qu'on voulait pas, oui, non, je sais pas. Mais il faut tester, de toute façon. Complètement, ouais, l'expérimentation, elle fait partie du chemin et on est obligé de passer par là, finalement, hein, bien sûr. Mais oui, et c'est OK, tu vois. Et pourtant, j'ai annoncé à tout le monde, tu vois, c'est ce truc aussi, tu dis, ça y est, j'ai des bureaux et tout. 3 jours plus tard, plus personne n'en a entendu parler puisque ça n'existait plus. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, et c'est là où c'est compliqué aussi de l'assumer parce que une fois de plus, on est en France et bon, on nous fait rêver aussi avec le modèle américain. Waouh, l'échec, c'est super. Mais pour nous, c'est difficile. Alors, est-ce que c'est uniquement lié à la culture ou aussi c'est juste tout simplement humain ? Mais tu vois, tu pourrais te dire... bah ouais, finalement, c'est un échec. J'ai investi, j'ai créé des bureaux, j'ai fait la déco. Ah non, jusqu'à où t'es allée. Non, pas du tout. Ok. C'est là où mon inconscient savait. Tu vois, j'ai pris justement, c'est peut-être une erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris un truc qui finalement est très impersonnel, tu vois. Enfin, et j'ai eu l'impression de retourner dans le salariat en fait. C'était horrible. Oui. Ouais, ça te ressemblait pas, c'était pas à ton image. Exactement. Pas quoi. Voilà, tu sais, quand tu vois mon wagon-bar, le studio qu'on a ici, des bureaux hyper impersonnels, putain, je te jure, j'ai eu l'impression de retourner des années en arrière dans les open space dans lesquels j'ai pu être. C'était affreux. En fait, j'avais une boule au ventre, tu vois. Ouais. Genre, oh mon Dieu, non. T'as rappelé ce que tu veux plus, tout l'inverse de là où t'essayes de t'aligner. Mais ouais, trop intéressant. Mais justement, c'est aussi un piège dans lequel il faut pas tomber. Où tu vois, t'as dit à un moment donné, t'en étais arrivé à un moment où tu bossais de chez toi, et tu t'es dit, mon bien-être dépend, ou mon bonheur, ou mon sentiment d'accomplissement, tu mets le mot que tu veux derrière, sera au top une fois que j'aurai des bureaux. Parce que là, je pense que j'ai besoin de bureaux pour avancer. Et finalement, c'est remettre son bonheur à plus tard. Et ça aussi, c'est un des pièges où on tombe tellement facilement dedans. Parce que moi, quand j'ai fermé mon entreprise, mon next step, c'était de me reconstruire finalement professionnellement, de rebondir. Et en fait, mon bonheur et mon accomplissement ne tournaient plus qu'autour de ça. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas retrouvé ma voie professionnelle claire, précise et qui me permet surtout d'en vivre, parce qu'il y a ça aussi derrière quand on est à son compte. C'est bien beau de faire ce qui nous plaît, mais à un moment donné, il faut aussi manger, pouvoir gagner sa vie, voilà, faire ses courses. Et en fait, mon bonheur a pendant quelques temps dépendu uniquement de ça. Ouais. C'est quand j'ai pris du recul et que je me suis rendu compte, mais en fait là, mon bien-être et même mon amour-propre et tout ça, je le mets au conditionnel. Alors que... aime chaque étape du processus, même quand t'es dans les doutes. Mais ça, je l'ai compris tellement tout récemment. Et encore, je suis dedans, parfois ça vient me chercher, c'est normal. Quand on traverse des phases de doute, tout le temps. Il faut qu'on décomplexe aussi toutes les phases de doute, parce que moi, j'ai tellement de filles qui viennent m'écrire, qui viennent m'écrire et qui me disent moi, je sais pas quoi faire, je suis perdue. Ouais, mais c'est OK. C'est justement, essaye d'aimer presque le fait d'être perdue, parce que c'est cette période où t'es perdue qui va te permettre, si tu fais le travail, quand même, bien sûr. Et potentiellement une thérapie, potentiellement que tu t'entoures. Moi, j'ai été entourée pour faire tout ce travail. Je me lève pas le matin et ça y est, j'ai toutes les réponses à mes questions. Pas du tout. Ça a pris du temps. Là, on se parle. Bien sûr. En 2025, tu vois. Mais oui. Mais avec tous ces ingrédients, tu vas réussir à trouver tes réponses. Donc, le doute, c'est beau, mais c'est pas facile de s'en rendre compte tout de suite, surtout quand on est en plein dedans. Tout à fait. Et des fois, c'est pas le bon problème. Tu as un peu ce truc, prenons l'exemple du bureau, qui finalement, tu vois, ça peut être une métaphore pour plein de choses. C'est ça. Mais de se dire, j'irai mieux quand j'aurai un bureau, mon équilibre pro-perso sera plus... peut-être mieux, etc. Des fois, finalement, c'est peut-être pas la bonne solution et c'est peut-être même pas la bonne manière de se poser la question, le bon problème, tu vois. Ouais, carrément. Ou j'irai mieux quand j'aurai un mec, j'irai mieux quand je rentrerai dans 36. Ah ouais, toi, tu vas là. J'irai mieux... quand j'aurai ma maison. Voilà, c'est ça. Quand j'aurai ma maison, j'irai mieux quand j'aurai fait tel voyage. Enfin, la liste est longue. Et pour les personnes qui sont dans le salariat, ça peut être j'irai mieux quand j'aurai une augmentation, j'irai mieux quand je changerai de job, j'irai mieux quand je serai dans une boîte à taille humaine ou au contraire une boîte internationale parce que je suis carriériste. Enfin... tu peux tout mettre au conditionnel, c'est tellement facile ce jeu. Et ça, c'est le piège du mental. Hein. Soyons heureux maintenant avec ce que nous avons. Exactement, oui.
On a complètement zappé, mais il y a un petit mot qui est posé devant toi. En fait, chaque invité écrit un mot pour l'invité qui suit. Okay. Donc, elle ne sait pas qui tu es, puisqu'elle a écrit ce petit mot sans savoir qui tu étais. C'est un peu le petit jeu qu'on fait à chaque fois. Du coup, je t'invite à le regarder. Ok. Et à nous dire, à partager avec nous. Léa, qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as osé? Waouh! Ah, wow. J'adore, parce que ça va avec ma thématique en plus. C'est vrai, complètement. Waouh! Bien vu. Quelle belle question. Ouais. Eh ben, écoute, j'y réponds? Carrément. J'ai commencé en plus en te disant l'audace fait partie finalement de mon parcours. Et ma première preuve d'audace, elle a été professionnelle. Peut-être parce que personnellement... j'osais pas encore, j'avais pas le cran, je me faisais peut-être pas assez confiance. Puis la confiance, ça se développe aussi avec l'âge, finalement, avec les expériences, les années d'expérience dans la vie. C'est vrai. Mais donc, qu'est-ce qui a fait qu'un jour j'ai osé? J'ai osé, j'ai envie de dire. C'est un peu facile. Mais moi, j'ai envie de dire, ça fait quand même un lien avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, que tu prenais une revanche, tu vois. Ouais, finalement, cette question, j'ai presque répondu tout au long de ce podcast. Et c'est ça aussi que maintenant j'ai envie de faire dans mon message, d'inviter les femmes à oser. Et on n'est pas obligé d'oser grand et géantissime et de sauter d'un ravin. T'as raison de rappeler ça. On peut rien que oser aller à la salle de sport toute seule parce que pour nous, c'est hyper difficile de se retrouver toute seule à faire une activité, tu vois. On peut oser aller faire un solo trip à 2-3 heures de chez nous pendant 2 nuits. Enfin, on n'est pas obligé d'oser monter une multinationale. Il n'y a pas que ça. Non, mais c'est bien aussi de le dire. Il faut le rappeler, c'est vrai. C'est vrai. Top. Mais je pense qu'on était pile poil dans la thématique. Ah ouais, elle l'a deviné. Elle a une bonne intuition. Ouais, c'est marrant. Et à chaque fois, les questions sont... en fait, c'est chiant aussi parce que, tu vois, des fois, quand j'oublie de poser la question au début, en fait, vous y répondez de manière naturelle pendant l'interview. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais je trouve que la question t'allait vachement bien. Vraiment. Merci infiniment, c'était trop chouette, c'était inspirant, c'était beau aussi parce qu'on voit aussi que tu es en quête de toi-même, de ce que tu vas faire par la suite, et c'est beau, tu as passé plein de messages vulnérables qui font du bien et qui sont authentiques, et tu as rappelé plein de choses qui sont importantes, et je pense que c'était... ça va faire du bien, tu vois, aux femmes, aux filles qui nous écoutent. Merci. Et aujourd'hui aussi, j'ai osé parce que c'est mon premier podcast c'est comme vrai. Ça. Ma première interview. C'est vrai. Merci Sandra d'avoir fait mon baptême. Mais oui, le merci premier d'une longue liste. Confiance. Non, mais merci à toi de nous avoir fait confiance et d'être venu dans le wagon bar. Vraiment, j'aime beaucoup le wagon bar. Oui, c'était trop chouette. Est-ce que tu veux passer un dernier message aux filles qui nous écoutent? Tu peux aussi regarder cette petite caméra pour les filles qui nous regardent sur YouTube. Ça va faire écho avec ce que j'ai dit tout au long de cette interview, mais vraiment apprenez à vous connaître, apprenez à connaître ce qui vous fait vibrer, vos besoins, vos envies, et même si elles correspondent pas à ce qu'on attend de vous, détachez-vous de tout ça petit à petit, parce que c'est peut-être pas vos rêves à vous, que ce soit des cases à cocher, que ce soit dans votre entourage, osez, comme je l'ai dit avant, même si c'est juste un tout petit peu. Et petit pas après petit pas, je reprends la citation maintenant d'une grande personnalité, mais c'est une réalité. Allez-y et vous verrez qu'en mettant des petites touches d'audace dans votre vie, c'est quelque chose qui peut se développer et qui peut vous aider à vous approcher de finalement ce qui vous fait vraiment vibrer. Et d'ailleurs, je rajouterais, merci beaucoup Léa, hier soir j'étais au théâtre. Et à la fin, c'est des fois la vie t'envoie des signes, tu dis c'est pas possible, il savait que j'étais là. Le gars a dit si vous aimez votre vie, osez-la, sinon changez-la. Et cette phrase, on est d'accord, 100% validé, quoi, j'adore. Mais du coup, je trouve que ça allait bien avec ce que tu m'as dit de dire. Les filles, n'hésitez pas comme d'habitude à soutenir le podcast, à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, et évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube pour celles qui regardent les vidéos, et à liker, commenter la vidéo. Dites-nous ce que vous en avez pensé de cet épisode très joli avec Léa. Merci beaucoup Léa. Merci à toi Sandra.